Bonjour tout le monde et bienvenue à une toute nouvelle saison de votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie. Mon nom est Dominique Fortier et en ma compagnie, le retour de mon fidèle collaborateur Frédéric Deroy. Alors bonjour Frédéric. Bonjour Dominique, très belle cravate. Écoute, élection fédérale oblige, alors comme vous pouvez voir, on est en pleine période électorale. Oui. Je pense que c'était tout convenu de débuter notre bulletin de nouvelles en parlant des élections, surtout avec toi à mes côtés. Ah, certainement, toujours un plaisir. C'est un peu les Olympiques des journalistes Oui. et des commentateurs justement à cette période électorale. Alors, je te demanderais peut-être, avant qu'on rentre dans le vif du sujet au niveau régional, qu'est-ce que tu penses de la campagne en général au niveau national, là, si on regarde un peu les performances des chefs, qu'est-ce que ça te dit? Présentement, c'est un peu à chaque fois, on se demande si la campagne va vraiment décoller. Donc, rien de majeur. On s'est un peu taquiné sur les costumes de M. Trudeau dans son ancienne vie, mais rien eu un peu aussi par rapport au choix pro-vie ou pro-choix de M. Scheer, mais rien pas de gros scandale, pas de chaos dans les débats à date. C'était relativement tranquille. L'info circule, mais c'est pas une campagne qui est très enlevante non plus. Les deux chefs qui avaient tout approuvé, c'était M. Blanchet du Bloc québécois. Ouais. Il tentait de relever un parti qui était assez en ruine depuis le passage de Martine Ouellette. Et il y avait aussi Jack Meeting du NPD qui doit tenter justement de stopper l'hémorragie qui avait déjà débuté lors des dernières élections. La vague orange est déjà loin derrière nous. Donc ces deux chefs-là, qu'est-ce que tu évalues? Comment tu évalues leur performance pour tenter de garder le navire à flot? Les deux ont relativement bien fait parce que avant la campagne, plusieurs n'étaient même pas capables de nommer qui était le chef du bloc et ne connaissaient pas vraiment non plus le chef du NPD. Le premier débat en français a donné beaucoup de crédibilité aux deux chefs. On s'est rendu compte que M. Singh parlait quand même bien français, ce qui a rassuré. Les chefs des partis un peu plus fédéraux du reste du Canada ont tendance des fois à être un peu moins habiles avec la langue française, mais le premier débat en français à TVA a montré que la plupart des chefs se débrouillaient quand même bien. Et on s'est rendu compte que malgré le fait qu'il affiche son turban très voyamment, était quand même très progressiste dans ses politiques, suivait un peu la ligne du NPD. Donc, ce qui pouvait inquiéter certaines personnes par rapport à peut-être une ligne plus dure due à sa religion, ben c'est pas le cas. Non, Alors, même qu'il a dit ouvertement qu'il supportait il soutenait les minorités et qu'il n'y avait aucun problème justement avec les pro-choix, les communautés LGBT, etc., etc. Voilà, donc je pense que là-dessus, il a réussi à marquer des points au Québec. Et M. Blanchet et le Bloc en général remontent dans les intentions de vote, réussit à se faire connaître, très bien performé au débat à TVA. Je n'ai pas vu le débat en anglais. Là, on est jeudi. Il y aura un débat aussi ce soir Oui. à Radio-Canada. Avec tous les chefs. Avec tous les chefs. Ouais. Donc, on verra si il est la cible fréquente des attaques. Ça veut dire que les autres chefs commencent à sentir que le Bloc prend un peu trop de place au Québec. Alors, je pense que pour M. Blanchet, le fait d'avoir remonté le Bloc un peu dans les intentions de vote et tout ça, c'est assez remarquable parce que le Bloc était en piteux état il y a seulement quelques mois de ça. Mm-hmm. Donc, ces deux chefs-là de partis qui étaient un peu plus à la traîne ont quand même montré qu'ils étaient capables de bien réagir pendant la campagne. Et je te demanderais peut-être rapidement pour clore sur le national, deux petites questions. Oui. Est-ce que le Parti vert risque de faire des gains cette année, premièrement? Difficile à dire parce qu'on avait vu des mouvements de masse au Nouveau-Brunswick, des anciens NPD aller du côté des Verts parce que les sondages avant campagne montraient que les Verts étaient en train de prendre de la place. Mais la campagne étant débutée, on ne sent pas les Verts vraiment vigoureux ou se démarquer. On a parlé même d'une campagne difficile pour Mme May qui décollait pas, qui n'avait pas vraiment d'angle d'attaque intéressant. Je n'ai pas vu le débat en anglais, peut-être qu'en s'en est mieux tiré. Mais les Verts ne semblent pas capitaliser sur l'espèce de préélan qu'ils avaient. Et pourtant, on s'entend que cette campagne électorale-là, Ouais. elle est 100% dans le terrain de jeu des Verts. Là, on parle
que d'environnement et de changement climatique. Là. Oui, donc c'est un thème qui est très important, mais qui est récupéré beaucoup par les libéraux, par les néo-démocrates. Le Bloc aussi essaie de tirer son épingle du jeu là-dessus. Donc, c'est leur point fort au vert en théorie, mais tous les partis en parlent et essaient de montrer que ce sera eux vraiment le meilleur parti Il pour sera défendre. plus vert que vert. Oui, c'est ça. Donc, ils se font un peu damer le pion. Là. Oui. Donc, on verra ce que ça donne, mais j'ai l'impression que les Verts ont beaucoup de difficultés à décoller. Et il reste toujours qu'il faut, oui, prouver qu'on est environnementaliste, mais il y a d'autres dossiers que l'environnement Exactement, dans un c'est gouvernement. Ça. Donc, c'est peut-être là la faiblesse des Verts. Là. Ils ne sont pas capables de prouver aux gens qu'ils peuvent gérer tous les autres dossiers aussi. Et pour ce qui est du Petit Nouveau, le Parti populaire du Canada, on sait que Maxime Bernier est reconnu pour ses positions controversées, mais aussi très populiste, une approche très... on va voir les gens dans leur milieu et leur petite réalité. Est-ce que ça semble lever? Est-ce que même M. Bernier lui-même risque de se faire élire dans son propre comté? Moi, je regarde les sondages passés et ce ne sera pas de grands coups de circuit pour le Parti populaire du Canada. Des discours des fois flamboyants, on veut aller chercher vraiment avec l'émotion ou la crainte. Si on vient du côté un peu plus régional, on va en parler peut-être plus tantôt, mais donc, on a un candidat ici qui dit qu'il y a un gros complot des écologistes mondiaux pour aller vers les technologies vertes et tout. On est dans les déclarations choc et tout. Ça peut être intéressant pour la télé, la radio. C'est divertissant, mais est-ce qu'on veut réellement donner le pouvoir à un parti de ce genre-là? Ça ajoute une espèce de voix ou de courant de pensée à tout le reste. Mais est-ce que c'est vraiment pris au sérieux par une masse de population assez critique pour mettre des députés en place? Peut-être pas cette année. Mais c'est un discours qui va quand même rejoindre une strate de la population qui n'avait pas nécessairement de voix. Là, oui, on peut faire le parallèle peut-être un peu boiteux avec les républicains du président actuel en ce moment aux États-Unis, mais c'est un peu ça pareil. On tente justement d'aller sur un terrain plus à droite qui n'avait pas vraiment de représentation fédérale, à part les conservateurs, mais qui semble tanguer plus vers le centre. Là. Ben, tous les partis qui veulent se faire élire ne peuvent pas aller dans les extrêmes, même que ce soit à gauche ou à droite. L'extrême gauche, l'extrême droite n'a pas assez de partisans solides pour créer un gouvernement. Donc, tous les partis qui veulent le pouvoir sont obligés d'aller un petit peu plus vers le centre. C'est pour ça que les conservateurs purs et durs se retrouvent peut-être un peu moins avec le Parti conservateur du Canada. Malgré ça, on est dans des lignes vraiment libertariennes, le libre marché pur, vers l'individu plutôt que les communautés. Donc, c'est... Le désengagement de l'État. Oui, c'est ça. Ça va plaire à certaines oreilles, mais assez pour créer un gouvernement ou mettre plusieurs députés au Parlement, j'ai des doutes. Tu n'y crois pas pour l'instant. Justement, ça nous amène au plan régional. Tu as parlé du candidat Éric Hébert du Parti populaire du Canada. Quand même, un bonhomme qui m'a semblé assez articulé dans ses propos. On l'a vu au débat. Il a présenté ses idées qui peuvent, oui, peut-être être controversées, mais on sent quand même que derrière cet individu-là, il y a quelque chose. Là. C'est quelqu'un qui a une base comme géologue. Oui. Donc, il y a quand même une base scientifique un peu pour appuyer ses dires. Qu'est-ce que tu as pensé de sa campagne jusqu'à maintenant? Ben, ce que moi j'ai vu au débat, c'est surtout qu'il défend les grandes lignes du Parti populaire du Canada. Donc, pas grand-chose au point de vue régional. Donc, toutes les questions qui étaient axées sur la région, il n'y avait pas vraiment de réponse précise à nous donner. On allait tout le temps vers les grandes lignes du parti ou les grandes théories. C'est ça. Moi, quand on tombe dans les complots d'écologistes et des trucs comme ça, j'ai un petit peu plus de difficultés. Basait beaucoup sa crédibilité sur le fait qu'il était scientifique, mais c'est un géologue, c'est parfait, mais je veux dire, ça ne fait pas qu'il peut répondre et être crédible dans toutes les sphères de la chose. Mais c'en était un qui avait une bonne prestance pour un débat. Donc, c'est quelqu'un qui se défend bien.
mais je crois que plusieurs idées, après analyse, sont peut-être pas si intéressantes, mais défend un point de vue. Donc ça, c'est les élections, c'est son droit. Et à l'autre bout du spectre, on a Dennis Drainville du Parti vert, Ouais. qui lui-même a été 2 fois député au provincial en Ontario sous le gouvernement de Rob Ray. Alors, il se présente, évidemment, il est d'abord anglophone, parle le français, se débrouille quand même assez bien. Est-ce qu'il a réussi à faire passer son message ou tu as l'impression justement que la barrière de la langue, elle a freiné beaucoup ses élans? C'était un peu difficile pour le contexte de débat, beaucoup de lectures. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que, on a cité souvent la jeune Greta et le nom de famille Thunberg. Oui. Mais ça ne fait pas clarifier les politiques du parti nécessairement. Et c'est un peu le défaut national aussi. On a de la difficulté à régionaliser les politiques. À régionaliser les politiques du Parti vert, mais même à comprendre vraiment la logique. Oui, ils sont verts. De par le nom du parti, on comprend ce qui se passe, mais ça manque un peu de précision. Et là-dessus, j'aurais beaucoup aimé que le Parti vert, d'un point de vue local, puisse nous dire autre que des citations un peu alarmistes. Et pour cause, là, je pense que toutes les données scientifiques mènent à ça, mais là, on veut des solutions, on veut du concret. Donc, là-dessus, j'aurais aimé un peu plus de réponses qui collent à la région et qui semblent applicables aussi. Et ils ne s'en cachent pas. On voit sur leur pancarte électorale voter comme si votre vie en dépendait. Oh, oui. Donc, le discours alarmiste, il est assumé, là. Et il est assumé. Et c'est vraiment, on parlait de partis un peu dans les extrêmes. On a vraiment le Parti populaire du Canada qui est complètement à l'extrême du Parti vert du Canada. Donc là, d'un côté, tout va bien, c'est normal, c'est la nature, le réchauffement, il serait là sans les humains et aussi bien utiliser le pétrole à fond la caisse. Et de l'autre côté, on est sur le bord du gouffre. Donc là, on a deux versions vraiment totalement différentes. Ce qui nous amène au centre un peu, avec d'autres partis comme, prenons par exemple le NPD, on a Mme Lynne Beaulieu, qui a un bagage de conseillère municipale à la Marthe. Elle travaille également dans les services sociaux au sein du CIS Gaspésie, aussi de l'expérience comme syndicaliste. Alors, est-ce que Mme Beaulieu réussit justement à bien rendre les politiques du NPD et justement peut-être même à les régionaliser ici? Ben moi, je pense que oui. Au débat, il y en avait deux qui se démarquaient de par leur réponse pas mal plus claire et applicable à la région, dont Mme Beaulieu du NPD, qui était capable de dire, ben moi, mon parti, c'est ça qu'il veut et voilà comment on peut l'appliquer dans la région. Donc, peut-être un peu plus timide, mais quand même prenait sa place. Hein. Souvent, on a eu à le remettre à l'ordre pour le temps utilisé. Oui, en effet. Mais donc, c'était quand même une surprise agréable. Pas qu'elle soit rebelle envers ton chronomètre, mais qu'elle prenne sa place parce que jusqu'à présent, je la voyais un peu plus timide avec les médias et tout. Donc là, elle a réussi à prendre sa place, mais vraiment à répondre d'un point de vue local, comment elle peut défendre la région, mais appliquer ce qu'il y a dans le programme du NPD. Donc là, au débat, ceux qui s'intéressaient au NPD ont vraiment eu des réponses. Et ça c'est intéressant pour ceux qui se sont déplacés ou qui l'ont écouté à la radio ou à la télé. Donc là-dessus, Lynne a fait un bon travail. Un autre qui avait de l'expérience au niveau municipal, c'est Guy Bernatchez pour le Bloc québécois. Alors, il a présenté justement sa vision du Bloc pour la région. Évidemment, M. Bernatchez a le beau jeu de ne pas avoir à couvrir le Canada en entier avec les politiques de son parti. Alors, comment ça s'est traduit pour toi, là, les politiques présentées par le Bloc ici? Encore une fois, un peu comme Mme Beaulieu, M. Bernatchez a réussi à utiliser le programme du Bloc et répondre aux questions qui étaient d'ordre plus régional. Oui, c'est un parti qui représente le Québec seulement, donc peut se concentrer vraiment sur les enjeux de la région et du Québec précisément, mais était capable vraiment de répondre et avait un bon sens de la répartie. Donc, dans le contexte d'un débat, M. Bernatchez s'est quand même démarqué de par, les réponses qui étaient
applicable à la région, mais aussi avait de la répartie, était capable là, de conclure certains dossiers de façon dynamique, et ce que d'autres avaient plus de difficultés à faire. Donc, on voit là que il y a une fougue intéressante, mais il y a une connaissance du milieu qui vient un peu comme Mme Beaulieu du fait de s'impliquer au niveau municipal et régional. Et un des candidats qui a le plus d'expérience en politique, c'est sa deuxième campagne fédérale pour le même parti, c'est M. Jean-Pierre Pigeon, qui est rattaché au Parti conservateur depuis fort longtemps. On le connaît aussi pour être le président de la commission scolaire des Chic-Chocs, d'implication aussi dans les organisations sportives. Donc, quelqu'un qui est bien ancré dans son milieu. Comment tu as reçu le message conservateur? Bien, le message conservateur est le même, que ce soit au fédéral ou applicable dans les régions. Les conservateurs ont toujours été dans une optique où on essaie d'y aller vers l'individu le plus possible et de décentraliser, donc d'alléger le gouvernement. Peut-être pas aussi intense que le Parti populaire voudrait faire, mais donc, ce qu'on avait comme réponse, c'est souvent, nous, au Parti conservateur, on va avoir tel crédit d'impôt ou telle subvention. Donc, quelque chose qui est applicable mur à mur de la Colombie-Britannique au Québec. On est moins dans les grandes idées ou et les conservateurs ne sont pas là pour faire rêver, on va le dire comme ça, là, sont très terre à terre. Donc, ce qu'on avait comme réponse, c'était beaucoup des programmes et des chiffres. Ça peut allumer certains, donc de savoir que si on veut, mettons des réponses pour les changements climatiques et tout, on était dans des crédits pour la rénovation, dans des rénovations écologiques d'une maison, des trucs comme ça. Donc, on est très ciblé, c'est des programmes, donc on est là-dedans. Fait que ceux qui veulent aller chercher plus de subventions par rapport à leur budget personnel, oui, plus de crédits d'impôt, des crédits d'impôt, baisse de taxes, des trucs comme ça. On est à bonne place. C'est les conservateurs, ils ont eu ce qu'ils voulaient comme réponse. Ils veulent nous en donner plus pour nous dès maintenant. Mais voilà, le slogan est là. Par contre, la politique, c'est pas juste des chiffres. Il faut des fois savoir faire un peu, rêver les gens ou montrer qu'on veut aller vers quelque chose, des grands idéaux. Mais encore là, des projets de société, est-ce qu'on en a dans un ou l'autre des partis? Je veux dire, c'est pas... C'est pas en donnant des crédits d'impôt d'un côté ou bien de dire on va mettre plus d'argent d'import ou de rendre les services de dentisterie sur l'assurance maladie. Je veux dire, c'est toutes des bonnes idées pour certains, mais il est où le projet de société? On peut pas dire qu'on n'a aucun des partis qui offre ce projet-là qui fait rêver. Là, ça, c'est vrai. Il n'y a pas de ligne forte d'aucun parti comme quoi on veut aller vers là maintenant et comme c'est frappant et là, ça soulève les passions. On n'a pas ça, mais je te dirais que depuis un certain temps en politique, je dirais quelques années, pour être poli, et on pourrait... on n'a plus ça. Ouais. Les grands chantiers ou les grands espoirs politiques... on est moins là-dedans. On est devenu beaucoup dans le terre-à-terre et dans le gauche-droite, mais sans grand projet bien précis là, pour faire rêver les gens. Et pour terminer, Mme Leboutier, qui était absente de ce débat-là pour des raisons stratégiques, elle n'a décidé de faire qu'un seul débat à la radio de Gaspé aujourd'hui, jeudi. Alors, les gens qui voudront voir justement, est-ce que ce sera un tir groupé contre elle? Ça risque d'être difficile dans le contexte où les autres candidats se sont prêtés au jeu dans l'ensemble des invitations des différents médias. Moi, j'ai eu la chance de l'interviewer à une reprise et il y a aussi eu une conférence de presse téléphonique avec l'ensemble des médias où on nous présentait la plateforme. Alors, grosso modo, on nous parle d'un peu continuer d'avancer pour reprendre les slogans qui sont, pardonnez-moi, mais bien adaptés à ce que présentent les partis. Mais c'est un peu ça. Je parcourais son programme rapidement ce matin. Et donc, on veut continuer dans les investissements pour les infrastructures. On veut continuer avec les crédits d'impôt. Donc, on reste un peu dans la continuité de ce qui a été débuté avec les dépenses libérales des 4 dernières années. Oui, tantôt, je parlais des conservateurs qui
ont les mêmes réponses un peu partout au Canada, donc tel crédit d'impôt, tel... Et c'est un peu la même chose du côté des libéraux. On va continuer à... surprenamment, M. Trudeau s'en tire plutôt bien avec son bilan, donc ne semble pas tassé dans un coin. Il se faufile très bien avec son bilan. Ben, les gros déficits ne semblent pas choquer les gens tant que ça. Les gens semblent davantage choqués que ce soit déguisé en hindou pour aller dans ses voyages que le déficit qui est là actuellement. Donc, c'est peut-être un bon pari au final. Finalement, on a fait une bonne distraction. On a réussi à tasser l'attention. Mais un peu comme Mme Leboutier ici, je pense qu'avec surtout les derniers mois qui ont été très généreux dans la région, je dis qu'avec les dépenses qui ont été faites dans la dernière année de son mandat, ainsi que le reste au début, fait que devrait s'en tirer plutôt bien parce que sinon, je comprends pas pourquoi elle ignore les invitations comme ça des médias et tout. Je trouve pas ça, moi, très stratégique de refuser des débats, de dire qu'on va être sur le terrain, d'aller voir la population, mais le débat est une occasion de rencontrer la population. Et en même temps, stratégiquement parlant, elle doit savoir que les adversaires vont s'en servir contre elle. Donc, bref, on verra. Et bien, Fred, on pourra en parler encore très longtemps, mais le temps file, alors on va prendre une petite pause immédiatement et on va revenir avec d'autres sujets, puisqu'il n'y a pas simplement la politique dans la vie. Mon nom est André Saint-Pierre, j'ai 29 ans, d'origine de Cap-Chat. Je possède un garage de mécanique automobile, garage Saint-Pierre Mécanique, depuis le 1er juillet 2015. J'ai décidé d'acquérir une entreprise déjà existante car les coûts étaient beaucoup moins chers. La clientèle était déjà établie, donc c'était un plus. Le processus de transfert a quand même bien été. L'ancien propriétaire est demeuré avec moi une année complète pour me montrer comment gérer l'entreprise, dans le fond. Le moment le plus difficile dans le processus de transfert a été sûrement le prêt. Il a fallu faire un bilan financier, démontrer que l'entreprise était viable et rentable. J'ai eu l'aide du Centre local d'emploi qui m'ont donné du chômage pendant 1 an. Ensuite, il y a eu la SADC qui m'ont fait un prêt et le CLD qui m'ont fait une subvention. Les avantages d'avoir une entreprise en Haute-Gaspésie, eh bien, sont la clientèle, on les connaît quasiment toutes vu qu'on a un petit village, donc pas besoin de grande publicité, le bouche à oreille, ça marche très bien. Mon entreprise me permet de me réaliser car c'est toujours de nouveaux défis chaque jour. La technologie évolue, donc il faut suivre des cours et se mettre à jour. J'ai décidé de revenir en Haute-Gaspésie car j'aime la place, les gens sont accueillants, la nature est là, proche, donc on n'est pas stressé. Si quelqu'un désire revenir en Haute-Gaspésie ou déménager en Haute-Gaspésie pour avoir sa propre entreprise, je dis de s'en venir. Car il y a de la place en masse pour de nouvelles entreprises ou acquérir une entreprise déjà existante. Alors, nous sommes de retour à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie. On y a été en long et en large sur les élections, mais bon, c'est notre première émission et on est en pleine campagne. Ça va être une des seules fois qu'on va pouvoir en parler. Alors, justement, on en a profité. Mais d'autres choses se sont passées cette semaine. Il y avait une grosse rencontre pour la Chambre de commerce de la Haute-Gaspésie. On appelait ça un peu la rencontre de la dernière chance, si on veut. On a quand même réussi à réunir 30 personnes autour de la table. Je pense à Michel Dugas, un ex-administrateur. Il y avait aussi le propriétaire des Armoires des Monts. Il y avait le CLD, des représentants de la SADC, M. Cormier, aussi Danny Vézina, président, et Paul Ménard-Pelletier, qui est également sur le conseil d'administration. Alors, on voulait trouver des nouvelles idées. On voulait savoir ce que les gens veulent encore de la Chambre de commerce. Je parlais avec Mme Pelletier au terme de cette rencontre-là. Elle dit la Chambre n'est pas morte, mais elle dit on a besoin d'une restructuration majeure. Et dans le cadre de ces discussions-là,
Moi, ce que j'ai retenu, c'est premièrement, le contact humain. Plusieurs personnes ont soulevé le fait. On reçoit des invitations par courriel, des centaines par jour. On est sollicité de partout. Si quelqu'un prend le temps de venir nous voir sur le terrain, c'est quoi ta réalité, comment ça va, salut, serrer la main, ou du moins un coup de téléphone, ben ça passe déjà mieux qu'un courriel qui souvent passe dans le beurre. La pertinence des formations aussi a été mentionnée. Est-ce qu'on a besoin de savoir comment faire un post Facebook en 2019 ou comment créer un site web? Ça devrait être acquis si les gens en ont besoin, mais qu'ils fassent leur formation de leur côté. Parce qu'on déplorait le fait qu'on avait une ou deux personnes qui étaient présentes à ces formations-là. Et finalement, quelque chose d'autre que j'ai retenu, c'est le chef Yannick Ouellette qui a dit ça. Il dit, moi, dans la forme actuelle, je n'embarquerai plus jamais dans la chambre de commerce. Il faudrait penser à une coopérative de services. On a des besoins en distribution, en entreposage, en livraison. Et ça, c'est quelque chose qui rejoint l'ensemble des commerçants. Donc, pourquoi ne pas simplement offrir les services que les entreprises ont besoin au lieu de tenter de faire simplement des 5 à 7, du réseautage et des formations. Alors, c'est ce que j'ai retenu. Au final, la question demeure, est-ce que les gens vont s'impliquer? Puisque là, on a 5 administrateurs, on ne fait pas quorum la moitié du temps. Donc, est-ce qu'on demeure avec la formule de la Chambre de commerce telle quelle? Est-ce qu'on va vers une coopérative de services? Et est-ce que les gens vont s'impliquer au-delà de cette dernière rencontre-là? C'est le nerf de la guerre. On peut brasser autant d'idées qu'on veut. Ça prend du monde autour de la table qui applique ces changements-là ou qui font la nouvelle formule de la Chambre de commerce. Et une chambre de commerce, elle va être importante, elle va être efficace s'il y a des commerçants qui s'impliquent dedans. Donc, les entrepreneurs, il faut avoir du monde autour de la table dans le CA, mais des membres qui sont là, qui paient leur cotisation, mais qui participent aussi. Donc, tant qu'il n'y aura pas de monde qui va s'impliquer, qui va dire « OK, on a besoin de tel type de chambre de commerce », j'embarque, je donne un coup de main et on va faire le changement. Donc, et puis d'un autre côté, en pleine pénurie de main-d'œuvre, les entrepreneurs dans leurs entreprises sont à côté. Ils ont souvent, pas le temps. Oui. Ils ont à combler des postes vacants eux-mêmes. Donc, c'est difficile de dire je m'implique. Donc, on est un peu dans une espèce de situation inconfortable où ça prend du monde pour s'impliquer, pour faire les changements à la Chambre de commerce. Et d'un autre côté, les entrepreneurs, et pour cause, disent bien, on n'a pas le temps de s'impliquer. Donc, je ne sais pas comment la Chambre va se sortir de ça. Peut-être que ça prendra une pause et de voir si oui ou non on en veut une Chambre de commerce. Parce que si on en veut une, on n'a pas le choix. Les entrepreneurs ont à s'impliquer dans la Chambre de commerce. Et ça ne peut pas être d'autres mondes que des entrepreneurs. C'est pour eux, c'est par eux. Et pour terminer là-dessus, 2 éléments qui ont été soulevés. Bien, un, on aurait dû avoir un gala d'excellence qui n'a pas encore été organisé, qui d'habitude se tient là. Est-ce qu'il va se tenir cette année? Est-ce qu'on va le remettre à l'an prochain? On doit plancher là-dessus très rapidement puisque c'est une source de revenus. Ouais. Et il y a également le bureau d'information touristique qui a été soulevé. Bon, est-ce que c'est à nous de gérer ça? Mais en même temps, bien, ça permet de payer une partie du salaire du directeur, qui on est toujours à la recherche du dit directeur d'ailleurs. Donc, beaucoup de questions, mais il faut agir rapidement. Ça, là-dessus, tout le monde s'entend. Ah oui, à suivre. À suivre. Rapidement, on vous parle d'Acoulé-Levasseur. C'est une route qui mène vers les chalets et les lots de chasse à Saint-Joseph-des-Monts. Alors, on voit l'état dans lequel elle était il y a quelques semaines de ça. Finalement, ben, le dossier s'est réglé par lui-même dans les derniers jours. On déplorait le fait que lorsque des gens signent un papier, remplissent un formulaire pour aller faire des travaux de coupe de bois, ben, on endommage le chemin, mais on doit le remettre en état. Ouais. C'était l'intention de l'entrepreneur, M. Simard, d'aller remettre ça en état. Mais là, on tombe en pleine saison de chasse. Donc, évidemment, le temps pressait. Chaque jour était important. Il y a eu des pressions qui ont été mises sur la municipalité. La municipalité a mis des pressions sur l'entrepreneur. Bien, finalement, tout est rentré dans l'ordre. Je pense que c'est mardi ou mercredi que les travaux de réfection de la route ont été complétés. Donc, tout le monde peut aller chasser le gibier et on est heureux.
Eh oui, on sait comment la chasse est importante dans la région, donc si on met en péril cette activité-là, on peut voir de quel bois se chauffent les chasseurs. Oh mon Dieu, c'était difficile. C'est difficile. On reprendra ça une autre fois. Et alors, il nous reste à peine quelques secondes. On pourrait parler brièvement. Roger, tu pourrais peut-être nous montrer la prochaine photo, histoire de me rappeler un petit peu on en était où. Oui, alors l'avenue d'Halloween, ça s'en vient, c'est le 31 octobre prochain. Ça va être entre l'hôtel de ville et le magasin Rossi. C'est organisé par 3 mamans, donc Esther, Virginie et Sarah Servant. Sarah Servant, exactement, ce qui était celle qui m'avait contacté. Je m'excuse, Sarah. Alors, une rue animée. Oui. On veut tenter. Très belle idée. Très, très, très belle idée. On cherche encore des bénévoles pour venir donner des bonbons. Mais il y aura de l'animation, il y aura de la musique, il y aura les services d'urgence qui vont être là pour donner des bonbons, des mascottes. Bref, du gros fun. Ça se déroule de 5h à 7h et après ça, on peut retourner dans nos propres quartiers pour passer l'Halloween. Là-dessus, on vous souhaite une très bonne semaine et à la semaine prochaine.